Faut-il investir dans BIC? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action BIC. Donc, crash en 2020. Depuis, on a presque doublé. C'est pas énorme comme performance, mais c'est pas mal. Bon, on vivote un petit peu quand même depuis 2024. Est-ce que le timing est intéressant? On va regarder ça. Allez, on va regarder la croissance du chiffre d'affaires. Business mature, donc on n'a plus beaucoup de croissance organique. Ils essayent de stimuler ça avec des acquisitions, à peu près 15% de la market cap en acquisition. Bon, c'est voilà, on a une décroissance sur 2024. Ils vont être impactés, j'imagine, par les droits de douane, à cause de voilà, par les droits de douane, ce qui va impacter leur croissance du chiffre d'affaires. Donc là-dessus, on n'est pas sur une boîte qui fait, beaucoup de croissance. Ça, c'est quand même un élément à surveiller, parce que c'est très dur quand on fait de la décroissance de maintenir les marges. On a un effet ciseau négatif, donc bon, attention sur ce point-là quand même. Regardons ce qui se passe au niveau des marges justement. Bon, au niveau des marges, brutes, la marge brute, ils arrivent quand même à maintenir leur prix, donc ça, c'est pas mal. 50 c'est vraiment assez bien, pour un business, plutôt, retail, donc ça, c'est pas mal. Mais en taux de marge d'EBITDA, ça chute un peu, Ils ont une, baisse de l'efficience opérationnelle depuis 2021. Ça s'est crashé même en 2022. Bon, ça, je pense que c'est l'inflation, ça a impacté les coûts de la boîte. Maintenant, ils arrivent à se restabiliser, ça va peut-être remonter un petit peu. 18 en taux de marge d'EBITDA, c'est pas moche non plus, et autour de 10 en taux de marge nette. Finalement, je pense qu'ils s'en sortent pas si mal, le management, pour maintenir les marges, pour maintenir la profitabilité, malgré un contexte quand même difficile et un marché qui est très mature. Bon, pas si mal, on va dire. Regardons la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Là, il y a un problème, et on n'a pas du tout on a moins de on a un 4 milliards de gap, quoi. Entre 3,7 milliards de gap entre, les bénéfices nets et les free cash flow. Est-ce qu'on a une variation du BFR qui fait mal? Non, elle est positive en plus. Donc, vraiment ça devrait aider les cash flows opérationnels et à dépenses à capital constante, les free cash flow. Est-ce qu'on continue à investir massivement dans l'appareil productif? Oui, massivement. En tout cas, on continue en excès par rapport aux dépreciations et amortissements. Donc, ils continuent à investir pour la croissance, même s'il n'y aura plus beaucoup. Donc là, ça impacte les free cash flow. Mais il y a quand même un autre, élément. J'imagine que c'est ici. Non, donc il manque quelque chose là pour expliquer le décalage entre les bénéfices nets et les free cash flow. Donc il faut aller dans les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre cette différence-là. Si on veut être conservateur sur cette boîte, qui opère dans un marché mature, donc qui normalement devrait dégager du cash en excès des bénéfices nets, il vaut mieux utiliser les free cash flow. Donc là, je trouve ça quand même étrange que cette boîte ait des free cash flow aussi bas, alors qu'elle est dans un marché très mature qui, donc, normalement, est en phase de génération de liquidité. Bon, donc ça, c'est à clarifier. Pourquoi la dépense en capital est aussi élevée? On va regarder la rentabilité opérationnelle. En médiane, on est à 15. C'est bien, c'est quand même pas mal. C'est pour un business, un business plutôt industriel, quand même pas mal, 15. Bon, ça a quand même chuté depuis, 2021. Maintenant, on a 11,5. C'est bien en excès de la croissance organique, donc ça permet de générer du cash, normalement. Ben, après, ce cash, j'ai l'impression qu'il part en dépenses en capital, donc faut questionner l'allocation du capital de cette entreprise. Moi, je pense qu'aussi, ils rendent beaucoup de cash aux actionnaires. On va aller regarder ça. D'abord, l'endettement, cash net sur le dossier, très bien. Au moins, voilà, sur ce type de boîte qui est très mature dans un marché qui bouge plus, on n'a pas de raison d'être endetté, sauf si éventuellement on fait une acquisition. Mais là, je pense qu'on est même on est en liquidation de la société, Donc, ils ont même, à mon avis, plus trop besoin de faire des acquisitions. Ils doivent, simplement rendre le cash aux actionnaires. Je pense que c'est ce qu'ils font. On va regarder ça. Hop. Alors, on a un rendement actionnaire qui est à 10. Excellent, Ils rachètent massivement leurs actions. C'est ce qu'il faut faire. On rend du cash aux actionnaires par 2 moyens, les dividendes et les rachats d'actions. Donc si vous avez des rachats d'actions, ça vous augmente votre part de dividendes, ça vous augmente la croissance du dividende évidemment, puisque à un niveau de dividende versé constant, ou en augmentation, si vous réduisez le nombre d'actions, vous avez beaucoup plus de dividendes par action. Donc ça vous booste votre rendement d'actionnaire. 10 c'est quand même très bien. Et en plus, je pense que c'est soutenable, le free cash flow à 277 millions contre 178 en dividendes. Bon, c'est quand même pas mal, c'est quand même bien. Donc, bon retour à l'actionnaire quand même sur BIC. C'est plutôt, voilà, un dossier rentier, il faut pas croire qu'on y va pour la croissance ou autre. En termes de valorisation, on peut se mettre en price to cash flow, on a vu, Bon, on est, 50 des côtés quand même, mais c'est normal après, il y a plus du tout de croissance, donc il y a pas de raison qu'on projette la progression des free cash flow futurs. Donc avec cette boîte-là, vous avez des free cash flow immédiatement sous forme de dividendes et de rachat d'actions. Et 10
c'est bien, hein. Même si c'est l'intégralité de votre performance, 10%, c'est quand même pas mal, hein. C'est-à-dire que normalement, la performance, c'est croissance du capital, croissance du prix de l'action, plus le dividende qu'on vous verse. Bon là, vous avez que du dividende. Vous n'avez pas forcément de croissance de l'action. Peut-être, on peut peut-être viser, si on va être conservateur, un retour à 10 en multiple, un PER de price to cash flow, un price to cash flow pardon, de 10, ce qui vous laisserait quand même 15% d'appréciation du capital. Ça peut être réaliste comme cible. Et en revanche, on peut c'est tout, prendre voilà, vous prenez le dividende qui est en croissance assez structurelle. Donc, bon, BIC après, ça, c'est pas pour tout le monde, c'est plutôt pour un rentier. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.